j'ai eu une carrière qui était à la fois dans le public et dans le privé. Je suis passé de l'un à l'autre. J'ai commencé par le public, dans l'aide à l'exportation, j'ai commencé au ministère des Finances. Ensuite, je suis passé dans l'électrique. Ensuite, là, je suis resté là très longtemps. Je suis allé dans les cabinets ministériels, où je m'occupais de l'industrie. J'avais le dossier de l'industrie dans différents ministères, à la fois à Bercy. J'ai beaucoup travaillé avec la Première ministre, avec Madame Cresson. Mon problème, c'est que Madame Cresson ne s'intéressait qu'à l'industrie. C'est-à-dire que globalement, tous les jours, elle m'engueulait pour tout ce qui n'allait pas, et il y a plein de choses qui n'allaient pas. Et après, quand elle est partie, je suis aussi parti et je suis retourné dans l'industrie. Donc j'ai fait aller-retour, et mon dernier poste dans l'industrie, j'avais en charge tous les matériels électroniques grand public. Quand j'étais dans l'administration, mon travail était de regarder les textes qui sortaient ou de les peaufiner, de les adapter aux intérêts qui étaient les intérêts nationaux. C'est-à-dire que globalement, j'allais à Bruxelles et je défendais la position de la France. J'étais le lobbying français pour tout ce qui est l'industrie. Après, quand je suis revenu dans l'industrie, c'était carrément le lobby des industries électroniques. Alors d'abord, j'ai beaucoup écrit. J'ai écrit des livres, j'ai commis un certain nombre de livres, à la fois sur des sujets industriels, sur des sujets qui sont plus grand public. Par exemple, j'ai écrit un livre sur l'économie des seins SAINTS. Est-ce qu'il y a une économie des seins? Voilà. Donc des choses un peu différentes. J'écris sous différents noms d'ailleurs. Alors mon actualité actuellement, c'est d'essayer de reposer les questions sur tout ce qui est en train de changer dans le domaine de l'économie circulaire. C'est quoi l'économie circulaire d'abord? C'est quoi? Quand on a à peu près une idée de ce que ça peut être l'économie circulaire, j'en reparlerai tout à l'heure, quelles sont les bonnes questions à se poser et surtout quelles sont les bonnes réponses et voir si en fonction des bonnes réponses, il faut changer, il faut modifier, il faut améliorer la loi. Quand on change de logique économique, il faut aussi changer la logique juridique qui est derrière. Mon travail, c'est ça actuellement, c'est d'essayer avec des gens, il y a des gens avec lesquels je travaille, je les aide à poser les bonnes questions et à voir où sont les choses. On dit économie circulaire, il n'y a pas une économie circulaire, il y a des économies circulaires, mais c'est mieux de parler d'un concept d'économie circulaire que d'un autre concept, c'est il ne faut pas gâcher. Le fait que globalement, il y a plein de choses que l'on gâchait. Depuis toujours, l'économie circulaire existait. Par exemple, dans les fermes en France, il y avait une économie circulaire. Tous les déchets étaient déjà utilisés, soit pour les poules, soit pour les cochons, etc. Donc c'est le fait de ne pas gâcher. Et si on continue à reprendre cette idée de ne pas gâcher, on va donner de la valeur à ce qu'il n'y en avait pas. Par exemple, est-ce qu'on peut valoriser le soleil? Là, il fait beau. Est-ce qu'on peut valoriser le soleil? Oui. Et avec les panneaux, on donne de la valeur à quelque chose qui n'en avait pas. Avec le vent, parce que là, il y a un peu de vent, pour les éoliennes, on donne de la valeur à quelque chose. Donc on va essayer de monétiser ce qui n'était pas monétisé. On va donner beaucoup plus de valeur à ce qu'il y en avait peu. C'est ça l'économie circulaire. Ne pas gâcher, ça veut dire que globalement, je reprends l'exemple des téléphones portables, des téléphones qu'on reconditionne. En France, il y a à peu près, on ne sait pas trop, le nombre de téléphones reconditionnés qui ont été vendus l'année dernière, c'est entre 2 et 4 millions. Alors, c'est bien, c'est moins cher, mais en même temps, ces 2 à 4 millions vont venir remplacer des produits qui étaient neufs. Donc à partir de là, il y a un espèce de jeu de balance entre détruire une partie du marché neuf, donc le fait qu'il ne soit pas produit par des matériaux nouveaux, par des segments nouveaux, et le fait aussi que ça va améliorer une partie de l'environnement. Dans toute l'économie, il y a toujours un mouvement qui va en plus, qui est bien. Avoir des téléphones reconditionnés, c'est bien pour l'environnement, c'est bien pour le pouvoir d'achat, mais en même temps, ça va venir en réduction de quelque chose qui existait auparavant. Pour l'électricité, c'est la même chose. Quand on met en place des éoliennes ou des panneaux solaires, ça remplace quelque chose, donc c'est bien, c'est moins cher, c'est bien, mais en même temps, ça détruit. Donc le truc, c'est de bien trouver l'équilibre entre les deux et de bien comprendre les nouveaux métiers et les anciens métiers qu'on détruit. Il n'y a pas une seule économie circulaire. Il y a des économies circulaires qui dépendent
de l'industrie. Par exemple, l'économie circulaire dans le domaine de l'électricité avec EDF, ça n'a rien à voir avec l'économie circulaire dans le domaine des spiritueux, hein. Et notamment dans le domaine du rhum, parce que dans le domaine du... Là, il y a beaucoup de rhum, hein, qui vient de sortir. Dans le domaine du rhum, il doit y avoir à peu près, je sais pas, 10 15 000 fabricants. Et les fabricants, c'est à la fois des fabricants qui sont des fabricants plutôt petits, plutôt locaux, et des fabricants qui sont des fabricants internationaux. Et donc le problème ne se pose pas du tout de la même façon pour les deux. L'économie des spiritueux, comme toute économie, c'est une économie qui est une économie plutôt internationale, et il faut mettre à la disposition des consommateurs, là où ils sont, l'ensemble des produits. J'ai un rêve, je suis comme certains, j'ai fait un grand rêve, c'est de m'y connaître en spiritueux. Par exemple dans les vins. J'ai jamais bu de vin qui coûtait 150 €, 200 €. Pour les spiritueux et notamment pour le rhum, je me suis toujours demandé quel était le plus des rhums qui coûtaient 1 500 €. Je me suis dit, mais quand on goûte, donc déjà, on se prend un tout petit verre, on en a pour 50 €. Et quel est le plus qu'on peut avoir à goûter alors, je ne suis pas bon là-dessus, j'aimerais bien être bon et pouvoir goûter, pouvoir savourer quelque chose qui coûte très cher par rapport à ce que je peux boire, qui coûte nettement moins cher. Premier objectif, c'est de mettre en avant le rhum par rapport aux autres spiritueux. Il me semble que la part de marché mondiale de la France est ridicule dans le domaine du rhum. C'est ridicule. Et donc, il y a un combat. Pour moi, ce n'est pas le rhum qu'on met en avant, c'est le rhum français qu'on met en avant. C'est comment on gagne des parts de marché. C'est un point important. Comment on passe de 2, 3, 4% du marché, je ne sais pas combien on a, à 10. Comment on fait? Est-ce que je serai au mondial du rhum? Bien sûr que je serai au mondial du rhum. On met en avant certains rhums qui sont les rhums ultramarins. Oui, là c'est bien.